Donc, on va parler de l'imagerie. Donc, on n'a pas de cours très… on ne va pas se baser sur… c'est surtout pour voir ce qu'on fait en pratique, ce qu'on peut faire et essentiellement à quoi ça va nous servir. En gros, c'est vous montrer que l'imagerie dans les cardiopathies congénitales, en particulier les cardiopathies congénitales adultes, c'est pas que pour faire joli, c'est évidemment quelque chose qui va nous être utile à la fois pour le diagnostic, pour le suivi des patients, mais également pour le pronostic. Et puis pour le suivi, on va voir que utiliser les mêmes méthodes d'imagerie, c'est assez important. Donc, on va enlever cette barre. Si vous avez des questions, je vous invite à les poser dans le chat au fur et à mesure. Je vais essayer de regarder et normalement, ça devrait s'allumer. Je pourrai y répondre au fur et à mesure. Donc, les cardiopathies congénitales adultes, je pense que vous avez déjà largement eu ça. Donc, comme ça représente un nombre important de patients en France, c'est de plus en plus de patients. Donc, je n'ai pas du tout la morphologie, de savoir d'où vous venez, plutôt de la pédiatrie, plutôt de la cardio adulte. Mais quoi qu'il en soit, quand vous faites de la cardiologie pédiatrique, vous allez forcément être amené à avoir des enfants qui grandissent, avoir l'intrication de la pathologie adulte à l'intérieur de ces cardiopathies congénitales. Et donc, il faut aussi un background de cardio classique pour arriver à suivre ces patients. Et suivre des adultes, c'est important parce que ça, on ne s'arrête pas à 18 ans et que ce sont des situations qui sont particulières. Donc, on a la plupart du temps des patients qui sont réparés. On ne dit plus maintenant, et heureusement, que les enfants sont totalement guéris, même si certains le sont. Alors là, il n'y a pas de souci, mais la plupart du temps, ils sont uniquement réparés. Et il peut évidemment y avoir des lésions qui vont progresser. Il peut y avoir l'intrication de l'action de l'effet du temps et de l'âge qui va du coup entraîner des pathologies qui vont être plus précoces. Donc, c'est très important de considérer ces patients comme réparés, mais pas totalement guéris, et avec plein de situations qui vont être à risque où l'imagerie va pouvoir vous aider. Alors que ce soit la grossesse, les certificats pour le sport, le risque d'arythmie, notamment regarder les oreillettes chez des patients qui ont un risque rythmique important, évaluer le risque de mort subite, mais également l'endocardite infectieuse. On aura un exemple. Donc, quel type de cardiopathie congénitale rencontre-t-on chez l'adulte? On va pouvoir passer parce que vous avez vu ça. Donc, nous, vraiment, on va faire une overview plus qu'un détail. Je vous invite à lire ce papier. Alors, ce papier, il a déjà 5 ans, vous me direz, donc ce n'est pas extrêmement récent, mais finalement, c'est assez pratique parce que ça vous pose les jalons de ce qu'on doit faire, ce qu'on peut utiliser, qu'est-ce que va nous apporter telle méthode d'imagerie dans telle pathologie. Et finalement, ça va être un guide. Parfois, vous allez vous poser la question et vous allez vous dire, tiens, j'ai un patient, je dois surveiller une coarctation de l'aorte. Est-ce qu'il vaut mieux que je fasse une IRM? Est-ce qu'il vaut mieux que je fasse un scanner? Bon, on va en parler tout à l'heure, mais tout de suite, vous pouvez vous dire, bah, tiens, on va regarder que dit la Bible, que dit la référence à ce moment-là. Vous pouvez vous pencher sur ce papier. Mais globalement, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il y a des réponses de centre, des réponses d'habitude. Il y a des gens qui vont préférer faire des scanners, il y a des gens qui vont préférer faire des IRM. Évidemment, on essaye de moins y être irradiant, donc peut-être que l'IRM va être une meilleure solution pour certains. Et il y en a d'autres qui sont très habitués à voir le scanner. Et il y a des situations particulières, par exemple, quand il y a un stent, ça va peut-être être plus simple de faire un scanner parce qu'on va arriver à mieux analyser la lumière. Donc finalement, tout ça, ça va être discuté. Et je pense que ce papier, même s'il est en anglais, évidemment, il est extrêmement clair et je vous invite à le regarder et le lire. Donc, quel est l'intérêt de l'imagerie en coupe? Parce qu'on parle d'imagerie, alors il y a l'échographie. L'échographie, ça va être la base. Dans l'échographie, on va faire l'écho simple. Alors, elle n'est pas simple, mais c'est l'échographie en 2 dimensions. C'est le Doppler, c'est le TM, c'est tout ce qu'on fait habituellement et qu'on connaît. Après, il faut qu'on se serve du strain, il faut qu'on se serve du 3D. Et derrière, il va falloir compléter cette échographie, pas systématiquement, mais de façon régulière, par très souvent une imagerie en coupe. L'imagerie en coupe, c'est l'IRM et le scanner. Donc, ça nous sert à évaluer la fonction du ventricule droit, la taille du ventricule droit, la référence c'est l'IRM, évaluer la chambre de chasse du ventricule droit et les conduits VDAP. Donc, ça, c'est l'IRM et le scanner également. Ça va nous servir également à pouvoir quantifier le volume régurgitant, la fraction régurgitante de la fuite pulmonaire. Donc, ça, c'est l'IRM. Évaluer les artères pulmonaires et l'aorte, donc c'est l'IRM et le scanner. Évaluer les veines pulmonaires, les veines systémiques, donc ça peut être vu en IRM et au scanner également, mais là encore, c'est une question d'habitude, c'est pour ça que c'est très important de discuter avec les radiologues. C'est quand vous faites des cardiopathies congénitales, que ce soit enfant, adulte, vous ne faites pas juste un bond en demandant l'examen d'imagerie.
Ce qui est important, c'est de discuter, de savoir à qui vous demandez l'examen et que vous exprimiez qu'est-ce que vous voulez en rapporter de cet examen. On ne vous demande pas d'être le spécialiste de toute l'imagerie, mais vous avez besoin, par exemple, de chercher de la fibrose sur le ventricule droit. Mais si vous ne le dites pas au radiologue et au manip, si vous demandez une IRM cardiaque classique sans détail, ils vont vous passer le patient en IRM, ils vont vous sortir les volumes, ils vont vous donner éventuellement au mieux la fibrose sur le ventricule gauche, mais le ventricule droit, les coupes spécifiques, la quantification, elle ne sera peut-être pas bien faite. Et du coup, c'est important vraiment de discuter en amont, de savoir à qui vous envoyez votre patient, de savoir si l'examen est adapté, si le radiologue avec qui vous travaillez ou le cardiologue qui fait de l'imagerie a l'habitude de cet examen. Donc vraiment, c'est très, très important de s'entourer de gens avec qui on peut discuter pour trouver le meilleur examen, le discuter. Et ce n'est pas forcément ce qui est écrit dans un papier qu'il faut faire, parce que si votre radiologue n'a pas l'habitude de faire de l'IRM pour les veines pulmonaires, etc., et qu'il est plus à l'aise sur un scanner, il va falloir faire un scanner, parce que sinon, vous n'aurez pas la réponse. Donc, c'est vraiment très, très important de discuter avec la personne qui fait votre imagerie en coupe si ce n'est pas vous. Pour les malformations artério-veineuses et les collatérales, par exemple la orthopulmonaire, là, très clairement, on sait que le scanner il est supérieur à l'IRM. Et pareil pour les artères coronaires, les anomalies coronaires, la pathologie coronaire, donc évidemment un scanner coronaire, ce n'est pas une IRM, et l'IRM ne va pas pouvoir vous donner d'imagerie de la coronaire, donc dans ce cas-là, c'est un scanner qu'il faut demander. Pour quantifier la masse myocardique, on peut le faire en IRM, il y en a qui le font au scanner, mais quand même, l'IRM, elle est très, très supérieure au scanner dans cette indication. Pour les masses intra- ou extracardiaques, c'est IRM et scanner. Et il faut faire attention parce que parfois, à l'échographie, on a des masses qu'on va voir et qui sont trop petites pour la résolution de l'IRM, qui ne vont pas être vues en IRM. Et parfois, on a un âge du patient qui n'est pas compatible avec l'IRM. Je pense notamment aux tumeurs néonatales. Pour des petites tumeurs intracardiaques, l'IRM cardiaque, vous allez être extrêmement déçu du résultat. Donc, encore une fois, discuter les indications, discuter quel est le meilleur examen qui peut vous être apporté et avoir cette collaboration, c'est hyper important. La fibrose et les cicatrices opératoires, cicatrices d'infarctus, séquelles d'ablation, ça va se voir en IRM. La caractérisation du tissu, évidemment, c'est l'IRM également. L'échographie, donc comme on l'a dit, l'échographie, c'est la base, c'est l'examen de première ligne. Vous avez votre stéthoscope et en général, vous avez la sonde d'échographie qui n'est pas très loin derrière. Très souvent, pour nous, c'est fait dans le même temps de consultation, malgré ce que dit la sécurité sociale. Par contre, de façon générale, on vous apprend l'échographie cardiaque, on vous apprend la fonction diastolique ventriculaire gauche pour des patients qui ont 75-80 ans, mais les paramètres de fonction diastolique, ils ne sont pas forcément validés et valides chez les patients congénitaux adultes. Donc, il faut les faire. Et c'est pour ça que ce qui est important, c'est d'avoir un suivi. Parce qu'on sait quand on a un paramètre de dysfonction diastolique qui va évoluer, qui va s'aggraver au fil du temps, là, ça veut dire quelque chose. Par contre, avoir une valeur d'onde prime de façon basale et vous dire la limite c'est 8, là on est sûr qu'on fait une bêtise parce que la limite c'est pas 8 chez le congénital adulte, on n'a aucune idée de quelle est la valeur de l'onde E', par exemple chez un patient qui a un ventricule droit systémique. Donc ça, c'est pas possible. Donc, c'est important de suivre les patients et de regarder les différents paramètres. Idéalement, si on avait des appareils d'écho qui le faisaient ou nos comptes rendus qui le faisaient automatiquement, on ferait des tableaux de suivi de nos paramètres. Et c'est ça qui est important de faire. C'est la gymnastique qu'il faut faire à chaque consultation, à chaque échographie. L'écho 3D, elle va nous être très utile pour à la fois les volumes et la fraction d'éjection, à la fois du ventricule gauche et du ventricule droit. Pour le ventricule gauche, le strain longitudinal global du ventricule gauche a montré déjà tout son intérêt pour le suivi des patients. Et pour le ventricule droit, a fortiori, on a même, par rapport aux pathologies générales, on a encore plus d'études chez les congénitaux adultes d'utilité du strain ventriculaire droit parce que c'est facile à faire, c'est reproductible. Et donc, on a le TAPS qu'on connaît pour la fonction du VD, la fraction de raccourcissement en surface du VD, où on peut lui faire dire en fonction du type de coupe à peu près n'importe quoi. Donc, ce sont malgré tout les éléments qui sont les plus validés pour le suivi des patients. Mais le strain du VD, c'est important. Et on sait qu'en l'absence d'IRM, pour la fraction d'éjection ventriculaire droite, il faut préférer l'échographie 3D. Mais je vais peut-être me répéter à plusieurs reprises, attention, un ventricule droit, ce n'est pas un ventricule gauche. Donc, faire un Simpson sur un ventricule droit, clairement, c'est non. Le VD, ce n'est pas une ellipsoïde, donc la formule de Simpson, elle n'est pas valide. Donc, c'est impossible d'utiliser ça pour le ventricule droit.
Pareil pour les logiciels d'évaluation 3D du ventricule gauche, on ne peut pas utiliser le logiciel du ventricule gauche sur le ventricule droit. Pourquoi? Parce que ces logiciels, ils sont basés sur une anatomie de base, sur une morphologie du ventricule gauche qui ressemble à un VG, tandis que le VD qui ressemble à un croissant, vous allez louper toute une partie du ventricule droit si vous lui appliquez le logiciel ventriculaire gauche qui est adapté, qui est développé pour un VG. Donc, c'est important d'évaluer un VD avec le bon outil, d'évaluer un VG avec le bon outil. Donc, ça peut être un petit peu casse-pied ce que je vous dis. Vous me dites, oh, de toute façon, c'est en 3D, on peut traquer. Mais globalement, il faut bien savoir que tous ces logiciels que vous utilisez maintenant au quotidien sur les appareils d'échographie, maintenant, on appuie sur un bouton, on a le strain, on appuie sur un bouton, on a la fraction d'éjection quasiment automatique du ventricule gauche et du ventricule droit. Mais attention, c'est basé sur de l'intelligence artificielle qui a appris à l'appareil d'échographie à reconnaître un VG, à reconnaître un VD. Donc, si vous ne l'appliquez pas au bon endroit, ben, globalement, vos mesures ne vont pas forcément être les bonnes. Et bien sûr, on a des protocoles spécifiques par pathologie. Alors, je vais marquer une micro-pause parce que j'ai le petit souci d'ordinateur qui est en train de revenir. Ne vous inquiétez pas, ça va être très court. Et hop, on peut reprendre. Donc, l'IRM cardiaque, on a parlé donc de l'échographie, on a parlé IRM plus scanner. L'IRM cardiaque, c'est quand même un examen qui est l'examen aussi de base générale, parce que c'est la référence, c'est le gold standard pour la fraction d'éjection, les volumes, la quantification des flux et l'anatomie extracardiaque. Alors, est-ce que l'IRM doit être faite avant la transition, au moment de la transition, ou une fois arrivé chez les adultes? Ça aussi, on n'a pas de bonnes règles. Tout ce qu'on sait qui va être important à faire, c'est de dire, ben voilà, on a un suivi qui va démarrer dans peut-être un centre différent, ou même si c'est le même centre qui va démarrer à l'âge adulte. Est-ce que ça fait plus ou moins de 5 ans qu'on a fait la dernière IRM? On a terminé la croissance, on a besoin d'avoir l'IRM de base du patient. Et donc, la plupart du temps, ça va nous être utile à ce moment-là. Je ne dis pas qu'il faut faire des IRM à tous les malades très systématiquement de façon annuelle, mais je dis qu'avoir une IRM de référence quand on arrive à l'âge adulte et qu'on a une cardiopathie congénitale complexe, ben, c'est important. Le rythme de ces IRM, il va être variable en fonction de la pathologie. Et évidemment, ça doit être quasi systématique en fonction de la progression de symptômes qu'on n'arrive pas à expliquer à l'échographie, où l'échographie ne nous montre pas grand-chose, où on a un doute, ou alors on ne voit pas. Je vais vous montrer une écho tout à l'heure où clairement on ne voit pas. On n'y voit pas grand-chose. Hein, et l'IRM va être importante pour avoir l'état basal avant une chirurgie, avant un cathétérisme interventionnel, parce que ça nous donne des arguments en faveur d'une intervention. Et derrière, ça nous permet également de voir le suivi et l'amélioration des patients. Le scanner cardiaque, on sait d'emblée, quand on regarde tous les patients qui sont par exemple en soins intensifs, que le scanner il va être supérieur à l'IRM. Oui, en effet, c'est plus facile à réaliser. On a chez des patients urgents, on a des patients qui tiennent mieux à un scanner qu'une IRM. C'est fait, vu la longueur et vu la durée de l'examen, c'est assez évident. Et donc, on a même des études qui nous disent que des patients en soins intensifs, le scanner est plus rentable. Mais encore une fois, ça va dépendre pourquoi. Ben, souvent, des patients qui sont en soins intensifs, on a une pathologie hémodynamique, donc on a besoin d'évaluation des vaisseaux, on a besoin d'évaluation du parenchyme pulmonaire, donc ça a cet intérêt-là. Ça a un intérêt également en cas de calcification, puisque vous savez que l'IRM va être limité à ce moment-là. Et bien entendu, si l'IRM est contre-indiqué, ou si on vient à peine d'avoir une chirurgie intracardiaque avec des clips, avec une valve mécanique, si on vient à peine de poser un pacemaker, même s'il est IRM compatible, ben parfois on va avoir des artefacts et ça va être limitant. Donc dans ce cas-là, peut-être que le scanner cardiaque, si on a une question précise et que le scanner peut y répondre, c'est intéressant. Donc, encore une fois, quand on a, ça on vous l'a déjà dit, on le redit, quand on évalue les cardiopathies congénitales, donc maintenant on a passé le petit brief sur à quoi ça sert de façon générale l'imagerie. Ben, quand on fait de l'imagerie pour une pathologie, ben, on va avoir une approche qui est anatomique et fonctionnelle. L'intérêt, c'est d'avoir les deux en même temps. Donc, pour quelque chose qui est aussi simple que les CIA, alors les CIA, c'est le truc typique des adultes. Alors, il y en a chez l'enfant, évidemment, on en voit tous, mais chez l'adulte, c'est quand même très, très fréquent. Et c'est souvent le patient qui a traîné, qui a un ventricule droit qui est dilaté, où on ne sait pas quoi en faire, et bim, on lui trouve une CIA.
Alors, l'intérêt de l'imagerie, c'est de déterminer le type de CIA. Ben, c'est important parce que du type de CIA dépend du procédé de fermeture de CIA. Est-ce que c'est une fermeture qui peut être percutanée? Est-ce que c'est une fermeture qui doit être chirurgicale? On va pouvoir le dire grâce au type de CIA. Ce n'est pas forcément si facile que ça quand on a de très larges CIA, donc il va falloir bien analyser les choses. Il faut aussi chercher des anomalies associées. Donc, on va regarder le retour veineux pulmonaire. Est-ce qu'il est normal? Est-ce qu'il est anormal? On va analyser les berges, la taille de la CIA, la forme. Et on va analyser le retentissement hémodynamique. Alors, le QP sur QS en échographie, je ne peux pas dire qu'on ne doit pas le faire. C'est bien de le faire parce que ça vous donne une idée, mais clairement, ça ne vaut rien. Pourquoi? Parce que la taille, la surface de l'anneau pulmonaire, on sait que quand les artères pulmonaires sont dilatées, on n'a plus un anneau, on a un anneau qui va être circulaire, on a un anneau qui va être plutôt ovale. Donc, pi des 2 sur 4, ça ne fonctionne plus. Donc, du coup, faire un QPQS en échographie, c'est une estimation, mais on est loin de la vérité. En IRM, ça peut être un petit peu plus intéressant. On s'approche un petit peu mieux des résultats du cathétérisme, mais pour être tout à fait honnête avec vous, pour l'avoir regardé en pratique courante, l'intérêt, c'est surtout de voir s'il y a une dilatation du ventricule droit, et je pense qu'on peut largement s'arrêter là. Donc, l'échographie va nous être utile, mais également le scanner, l'IRM. On a des exemples typiques à l'échographie chez un adulte chez qui il n'y a pas de diagnostic, un petit peu essoufflé, dyspnée, pas de sibilant, pas d'asthme. On a une adulte de 25 ans, je ne sais plus, qui a une communication interauriculaire ostium secondum. On voit le flux de CIA en cas de cavité. Je vous rappelle qu'en 2 dimensions, on a toujours un aspect noir du septum interauriculaire, donc on a toujours l'impression qu'il y a un trou. Là, en couleur, on le voit. On a un ventricule droit qui est dilaté, que ce soit sur la parasternale grand axe ou la parasternale petit axe. Donc là, on regarde de la même manière. On va chercher les veines pulmonaires. Là, c'est une autre patiente qui a un ventricule droit qui est très dilaté. C'est une jeune patiente qui a 16 ans. Donc là, on a un VD extrêmement dilaté. On a plus de symptômes. Et quand on regarde en cas de cavité, on essaie quand même de bien regarder. Là, on regarde, on a la veine cave supérieure qui se draine à l'oreillette droite. Et puis, quand on alterne, on voit que ça atterrit quand même. C'est étonnant. Ça va aussi dans l'oreillette gauche. Donc là, clairement, on a un orifice qui est communicant entre l'oreillette droite et l'oreillette gauche. Ça concerne visiblement la veine cave supérieure. Donc, en fait, ça, c'est un aspect assez typique chez l'adulte. Ce n'est pas des images habituelles, mais c'est ce qu'on a de façon typique quand on suspecte une CIA de type sinus venosus. L'ETO, alors l'ETO, évidemment, à l'ETT, des fois chez l'adulte, on n'y voit pas, hein, très clairement. On a des patients qui sont moins échogènes. Parfois, chez des patients qui sont notamment obèses ou BPCO, en sous-costal, on a du mal à voir les choses parce que la sous-costale, c'est une coupe qui est majeure pour les communications interauriculaires. Il faut systématiquement les faire, que ce soit chez l'adulte ou chez l'enfant, évidemment. Et donc, parfois, il y a le Théo qui va nous dire il y a une CIA. Alors, la plupart du temps, c'est un peu l'inverse, hein. On a un patient qui fait un AVC, ça, c'est le schéma classique, et on fait le Théo, on trouve une communication interauriculaire. Donc là, c'est une CIA qui shunt en gauche-droit, qui a l'air assez centrale. Alors ça, je vous l'ai mis, c'est une CIA qui est assez récente. C'est un patient chez qui, en 2 dimensions, on n'arrivait pas du tout à faire, on ne voyait pas la communication interauriculaire. Par contre, on avait un shunt de bulle important. Et on a eu beau tourner autour. Alors, le TO a été relativement mal toléré. Et en fait, au bout de à peu près 5 secondes, hein, le temps d'appuyer sur le bouton du 3D et le régler, on a fait le 3D sur le septum interauriculaire que vous voyez ici. Et donc, on s'est aperçu qu'il y avait une communication interauriculaire. Donc, en ETO, le 3D est tellement simple, tellement rentable, qu'aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas se passer de faire du 3D sur un septum interauriculaire parce que c'est extrêmement rentable, ça vous épargne. Ça ne vous épargne pas parce que vous allez le faire, mais sur un examen qui est mal toléré, un patient qui va bouger, votre sonde qui va bouger, vous avez parfois des qualités d'imagerie qui sont moins bonnes, votre 3D, il est extrêmement rentable. Donc, un autre exemple en 3D, j'ai avec un patient qui avait un anévrisme du septum interauriculaire pour vous dire que la communication interauriculaire, ce n'est pas rond, hein, ce n'est pas un trou bien rond, etc. Non, souvent, ça a une forme différente. C'est important de voir la qualité du septum à côté pour guider
la fermeture de communication interauriculaire. Donc, ça fait partie des examens qui sont importants de faire. Et ce n'est pas que de jolies images, hein, l'échographie 3D. Ça reste de très jolies images. Hein. Là, on voit qu'on a 2 communications interatriales, une à côté de l'autre, une petite, une grosse. Donc, pour guider la procédure de fermeture et le choix de la prothèse, c'est quand même assez important, assez rentable. Et maintenant, en 3D, on peut mesurer le diamètre de la CIA. Mais attention, vous mesurez sur quelque chose qui n'est pas du tout quelque chose de plan. En 3D, vous avez le septum qui est incurvé, donc vous allez avoir une estimation. Souvent, on a constaté que cette mesure en 3 dimensions, déjà, ce n'est pas la véritable mesure, c'est certain, mais on se rapproche un petit peu plus avec le 3D du diamètre étiré de la communication interauriculaire. Vous savez, quand on met un ballon pour fermer les CIA, on met le ballon à l'intérieur, on gonfle le ballon, on va mesurer en 2 dimensions pour choisir la taille de la prothèse. Et bien finalement, en 3D, on a une mesure qui peut être sympathique aussi. Donc, même si ce n'est pas quelque chose de validé, ça peut vous aider quand vous devez vous dire, tiens, on va choisir plutôt telle prothèse, parce que souvent, le diamètre en 2 dimensions, vous allez minorer le diamètre de la CIA. Donc, le 3D, c'est utile pour ça. C'est utile pour voir des CIA qui ont été manquées. Donc, ça doit être systématique quand on fait une ETO. C'est utile pour voir la forme, pour voir le contact avec l'autre CIA. Vous allez arriver à faire des mesures, savoir si, par exemple, vous utilisez une prothèse ou 2 prothèses. Bref, il faut le faire. Donc, à la fois, c'est un gain de temps, c'est un intérêt dans les formes complexes et surtout, c'est extrêmement rapide et extrêmement facile. L'imagerie en coupe. De toute façon, vous allez avoir besoin d'une imagerie pour vérifier vos veines pulmonaires. Alors, j'ai beau apprécier l'échographie, moi, systématiquement, voir les 4 veines pulmonaires en écho-transœsophagienne, parce que la plupart du temps, je ne fais pas mes ETO pour les adultes sous anesthésie générale, je les fais sous locale, ben j'y arrive pas. J'y arrive pas à voir les 4. Ça, on perd un petit peu de temps et puis surtout, on a toujours un doute. Donc, l'avantage du scanner pour voir les veines pulmonaires chez ces patients, ben, c'est que dans le même temps, on va voir les coronaires. Donc, on va pouvoir faire un scanner coronaire. On peut essayer de visualiser les berges. Donc là, c'est un patient qui avait 59 ans, qui a une large communication interauriculaire ostium secondum. Et donc, c'est le scanner, on va dire, tout le monde peut l'interpréter, c'est assez simple. L'avantage de l'IRM, c'est qu'en même temps, à la place des coronaires, on va avoir le QPQS qui est quand même bien intéressant dans la CIA et on va avoir l'analyse de la fonction du ventricule droit qui est intéressante également. Donc, chaque examen va avoir un intérêt et en fonction de ce dont vous avez besoin, vous allez choisir quel examen pour voir le retour veineux pulmonaire, puisque c'est important de bien regarder les veines pulmonaires dans ce cas-là. Le TO, ça va guider la fermeture. Là, on a une prothèse de CIA qui vient de franchir, qui est en train d'être déposée. Alors, c'est une vieille procédure. Donc, c'est une vieille ETO, mais c'est du 3D Live. C'est un vieil appareil dépôt. On n'a plus ces images-là, elles sont un peu plus claires, mais on voit quand même bien arriver et le disque qui va être plaqué contre le septum avant de déployer le second disque. L'échographie intracardiaque. Alors, l'avantage de faire de l'écho intracardiaque, notamment quand on fait des fermetures de communication interauriculaire, c'est qu'il n'y a pas besoin d'anesthésie générale. Après, la durée de la procédure reste relativement longue. On va dire le grand minimum, c'est 30 minutes, 30-45 minutes. Mais il n'y a pas d'AG quand on a une écho intracardiaque. Après, il faut une voie d'abord qui est une autre voie d'abord. Il faut piquer de l'autre côté pour monter l'écho intracardiaque, pour monter l'ICE. C'est supérieur à l'ETO en 2 dimensions et on va avoir un temps de procédure qui est réduit. On ne fait pas de 3D quand on est à l'intérieur du cœur. Pourquoi? Parce qu'on est au contact. Quand on a une sonde d'écho intracardiaque, on est au contact des éléments. Donc, votre champ en 3 dimensions, il est réduit. Donc, du coup, par rapport à l'ETO 3D, quand vous avez vos habitudes, ça peut être un petit peu gênant. Après, on a des mesures directes. On ne peut pas manquer grand-chose. Ça peut être, c'est quand même assez pratique. La limite principale de cet examen, c'est le coût des sondes d'écho intracardiaque. Pour une sonde d'écho intracardiaque, globalement, on arrive à un tarif à 1 200 €. On peut avoir des petites promotions, mais en dehors d'avoir un don de sonde intracardiaque pour faire l'écho intracardiaque, c'est extrêmement compliqué. En sachant qu'on ne peut pas réutiliser les sondes d'écho intracardiaque. En tout cas, légalement, on ne peut pas les réutiliser. Ça, c'est une certitude. Donc, c'est ça qui va limiter l'utilisation de ces sondes.
Donc ça, c'est pour quelles raisons on ne fait pas de TO intracardiaque et pourquoi on n'a pas d'imagerie? Ben parce que là, en 3D, on est trop proche du septum interatrial. Maintenant, on va passer à l'aorte. Alors, l'aorte, c'est facile, mais en échographie, ben, la coarctation de l'aorte chez un adulte, vous allez voir une accélération, vous allez essayer d'y voir, vous allez triturer là, en suprasternal, mais globalement, c'est l'imagerie en coupe qui va vous aider et la reconstruction en 3D notamment. Donc, c'est un intérêt, il faut bien les suivre, ces aortes, dans la coarctation, évidemment, les post-coarctations, mais également tout ce qui est orthopathie congénitale, donc les Ehlers-Danlos, les mutations de la filamine, les maladies de Marfan. Après une réparation de Fallot ou un switch artériel, on sait qu'on a des dilatations de l'aorte ascendante, également chez les patients qui ont des bicuspidies aortiques, et le Turner. Donc ça, c'est un scanner avec, chez des adultes. On a ici un double arc aortique adulte qui n'était pas connu chez une patiente qui, de façon très surprenante, se présente à 25 ans en disant que depuis toute sa vie, elle mange liquide ou de la purée parce qu'elle ne peut rien avaler d'autre. Donc, c'était une compression œsophagienne avec une empreinte œsophagienne. Pour la petite histoire, elle a été opérée et elle a gardé cette empreinte œsophagienne qu'il faut dilater au ballon et qu'il a fallu redilater au ballon. Mais c'est assez intéressant de voir que même, on n'est pas sur des doubles arcs avec compression, on peut avoir des symptômes même assez tardifs. À côté, une coarctation de l'aorte qu'on voit bien. L'intérêt de la reconstruction, c'est qu'on voit bien le départ des vaisseaux du cou et qu'on voit bien le développement également de collatérales qui peuvent se faire par la suite. Pourquoi est-ce qu'on ferait de l'IRM dans l'évaluation de la coarctation de l'aorte notamment? Parce que ça permet d'analyser également le flux. Donc, ça permet d'évaluer la sévérité de l'obstacle. Donc, encore une fois, ce n'est pas une IRM classique, c'est une IRM avec évaluation du flux. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas tous les radiologues qui vont vous faire ça. Ça permet une analyse qui va être post-opératoire et post-cathétérisme également, quand il n'y a pas de matériel en particulier. Ça peut pas permettre également d'évaluer la valve aortique et puis le retentissement sur le ventricule gauche et l'aorte ascendante. Donc, ça, c'est vraiment l'intérêt de l'IRM dans l'évaluation de l'aorte. Donc ça, c'est un exemple d'IRM 4D Flow. Ça permet d'étudier le flux aortique, ça permet l'analyse du stress pariétal et le pressure mapping va être quasiment aussi bon que le cathétérisme quand on évalue, par exemple, une recoarctation et son retentissement hémodynamique. Le problème, c'est que c'est assez peu fait. C'est limité, pour l'instant, je pense, encore à de la recherche. Ce n'est pas encore démocratisé, mais très probablement, comme tout ce qui arrive, ça met du temps à s'installer. Et il faut des gens qui soient formés à ça, parce que c'est évident que si vous ne pouvez pas demander à un radiologue de faire l'IRM du cancer du sein et de faire l'IRM, le pressure mapping, pour évaluer la sténose sur la coarctation en IRM. Il faut bien voir que c'est quelque chose qui est en train de se spécialiser et qui a besoin de spécialistes d'imagerie cardiaque, qui ne soient pas forcément des cardiologues, ou alors qui sont des cardiologues qui font beaucoup d'imagerie et quasiment que de l'imagerie, en tout cas de l'imagerie en coupe, ou qui sont des radiologues qui décident de faire que du thoracique et du cœur. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et donc, l'évolution, elle est en train de se faire, mais de là à ce qu'elle soit complètement généralisée, ça va prendre encore un petit peu de temps. Donc, encore une fois, un autre exemple, c'est des images qui sont splendides. Alors, pour être honnête, moi, je n'ai pas ça dans mon centre. J'ai une super radiologue, on fait plein de trucs, mais ça, on ne fait pas. On n'a pas le matériel non plus. Donc ça, c'est le velocity mapping. Et puis, on va avoir l'aliasing, comme ce qu'on va avoir à l'échographie. On reconnaît, on voit l'aliasing au niveau de la sténose. Et en fonction de la zone de la couleur, on a une idée du flux et de la vitesse, comme le Doppler. Donc, ça permet l'analyse du stress pariétal, mais avec une méthode qui est un petit peu différente. Donc, scanner ou IRM pour l'aorte, les deux sont au même rang dans les recommandations. Avantage au scanner pour la facilité. Et pour, par exemple, la fracture, la perméabilité du stent aortique, on l'a dit, on l'a dit tout à l'heure, globalement, on va moins y voir en IRM sur le stent, on va avoir besoin de séquences spécifiques. Donc, le scanner va être beaucoup plus rentable, beaucoup plus simple et plus rapide pour l'évaluation post-stent d'un nouveau rétrécissement, d'une fracture de stent, d'une complication sur le stent.
Avantage IRM pour l'étude de la valve aortique, des gradients et puis du ventricule gauche. Idéalement, le suivi, il faudrait qu'il se fasse avec la même méthode, notamment quand on a le suivi d'une dilatation aortique. Pourquoi? Parce que vous savez bien qu'on peut être au millimètre près pour une discussion opératoire. Donc, c'est important pour les patients de ne pas faire perdre de chance en étant avec une méthode plutôt qu'une autre. Donc, des exemples ici, un exemple d'un anévrisme sur une post-dilate de coarctation. Donc, on a à la fois l'étude, donc c'est l'étude en échographie, et même en échographie, on le voit, hein, et ça nous dit qu'on peut aussi faire du contraste, aller en écho, qui peut nous aider à voir certaines choses. Donc, en ETO, en échographie transthoracique, en IRM. Donc, c'est intéressant d'avoir une imagerie qui est multimodalité. Et c'est le but de la présentation, hein, c'est vraiment que vous repartiez. Je pense que vous en êtes déjà convaincu parce que vous avez, on va dire, grandi avec ça. C'est qu'une méthode d'imagerie simple, vous n'avez pas forcément l'affirmation de tout ce que vous voulez faire, mais l'approche multimodale, ça vous permet des données complémentaires, ça vous permet une confirmation et ça vous permet de planifier une prise en charge et un suivi. Donc, c'est important. La tétralogie de Fallot réparée. Donc, on a le problème de l'insuffisance pulmonaire. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous refaire le cours sur le Fallot, mais on se pose la question toujours du timing, à quel moment il faut remplacer la valve pulmonaire. Et donc, on vous parle du volume TI-diastolique du ventricule droit. Ben, ce volume TI-diastolique du ventricule droit, il n'est pas du tout défini par l'échographie, il est défini par l'IRM. Donc, il va bien falloir voir qu'il y a une fuite pulmonaire à l'échographie et faire une IRM pour quantifier les volumes ventriculaires droits. Il y a aussi le volume télésystolique du ventricule droit qui est important, la présence d'un anévrisme de l'infundibulum et le rôle de la dysfonction du ventricule droit. Donc, globalement, la référence est l'IRM. Il va falloir analyser la fuite, analyser la sténose, analyser les branches pulmonaires et faire les volumes, la fonction VD et essayer de prédire le risque d'arythmie. Parce que le risque du Fallot, c'est la mort subite. On peut même être amené à mettre des défibrillateurs à des tétralogies de Fallot. Vous avez dû avoir le cours sur l'arythmo, notamment l'arythmo des congénitaux adultes. Et donc, pour prédire ce risque d'arythmie, il faut quantifier la fibrose, essayer de regarder le rehaussement tardif et essayer d'évaluer l'extension de la zone infundibulaire akinétique. Maintenant, nos chirurgiens ils vont essayer de préserver la voie pulmonaire, de préserver l'infundibulum en essayant de faire des incisions qui sont les plus petites possibles et d'essayer de préserver la valve. Mais on a des fois, simplement, ce n'est pas possible. Et des fois, on a des remodelages qui sont extrêmement importants avec des anévrismes infundibulaires qui sont extrêmement larges. Du coup, on sait que ces patients ont un risque rythmique plus important. Et c'est important de vérifier le suivi. Donc, la dilatation de l'infundibulum. Mais pour autant, est-ce qu'on doit faire des IRM tous les ans? Non. On ne peut pas faire des IRM tous les ans. On reste en France, même si on peut faire des IRM de mieux en mieux et de plus en plus fréquentes, on n'en a pas besoin de façon systématiquement annuelle. Donc, il faut réfléchir à nos indications et donc à quel moment on va avoir besoin de l'IRM. C'est important de le pondérer. Et donc, on sait que l'échographie dans le Fallot adulte permet de limiter le nombre d'IRM. On a par exemple cette étude qui est l'étude de l'HEGP, de Magali Ladouceur, qui permet d'utiliser un score avec la sévérité de la fuite pulmonaire, les diamètres ventriculaires droits, l'antécédent de valvulotomie, puisqu'il faut qu'on prenne en compte le type de patient. Si on a un patient qui n'a pas eu chez qui la valve pulmonaire était superbe et qui a eu vraiment, c'était un joli Fallot rose, qui a eu une intervention la moins invasive possible, on sait que ces patients ont beaucoup moins de risques d'avoir besoin d'une réintervention sur la voie pulmonaire. Donc, on sait qu'on peut espacer les imageries en couple de façon très simple. Mais il faut suivre ce patient avec l'évaluation en échographie, les diamètres VD, voire les volumes en écho 3D, la sévérité de la fuite pulmonaire et évidemment, est-ce que le patient fait de l'arythmie? On regarde également la largeur des QRS. On doit également regarder la fragmentation des QRS, c'est important. Et avec ça, ça permet de réduire de 30% les IRM. C'est hyper important. Et attention, dans la tétralogie de Fallot, à évaluer la fonction ventriculaire gauche. Pourquoi? Parce qu'on a des patients qui vont développer une dysfonction diastolique ventriculaire gauche, voire une dysfonction systolique du VG. Et ces patients vont très mal aller. Et en particulier, on sait que c'est chez les patients de plus de 40 ans, c'est extrêmement important.
Je vais vous raconter, avant de vous faire la déformation myocardique dans le phallo, l'histoire d'une patiente, une patiente de 35 ans que je rencontre pour sa deuxième grossesse, pour une poussée d'insuffisance cardiaque aiguë sur une deuxième grossesse. Une patiente à l'antécédent de tétralogie de Fallot qui s'est mis à faire une poussée d'insuffisance cardiaque droite et gauche. Donc, c'est la catastrophe. On est juste à 33 semaines d'aménorrhée. Donc, on prend en charge médicalement la patiente. Elle a une fuite pulmonaire sévérissime qui était, on va dire, suivie, mais suivie par quelqu'un qui visiblement n'avait pas fait les cours au DU. Et sa dernière IRM remontait à très longtemps, mais son ventricule droit était extrêmement dilaté. Donc, on avait une élévation des pressions pulmonaires. On n'avait pas forcément noté grand-chose, mais on avait un poumon un petit peu humide, un BNP qui était un BNP, pas un TPRO-BNP qui était à 1500. Bref, diurétique, traitement de l'insuffisance cardiaque, césarienne. La patiente est allée un petit peu mieux dans le postpartum. Elle a été opérée, on l'a valvée. Donc, elle a une valvulation pulmonaire chirurgicale parce qu'avec un gros anévrisme de l'infundibulum. Et la patiente va un petit peu mieux, mais reste un petit peu essoufflée. Et au fur et à mesure, globalement, elle évolue avec une grosse élévation des pressions pulmonaires. Et cette patiente, elle développe une authentique dysfonction diastolique du ventricule droit, du ventricule gauche, pardon, avec une hypertension pulmonaire du groupe 2. Donc, on s'est retrouvé avec des pressions pulmonaires élevées et une patiente de 36 ans, 37 ans maintenant, avec une dysfonction diastolique VG, une pression capillaire pulmonaire à 20 au cathétérisme cardiaque, avec des difficultés d'évaluation du ventricule gauche, mais une UFE-VG complètement conservée. Et donc, cette patiente-là, on s'est dit, on aurait pu le suspecter devant un poumon humide, une poussée d'insuffisance cardiaque pendant la grossesse. On s'est dit, on va mettre ça sur le compte de la fuite pulmonaire, on verra après. Et donc, on a vu après, il y avait la fuite pulmonaire, mais il y a aussi la dysfonction diastolique du ventricule gauche. Et donc, dans ces cas-là, en dehors des traitements de l'insuffisance cardiaque et derrière de guetter le moment où on n'y arrive plus et où il faut aller à la greffe, il n'y a pas grand-chose. Donc, attention, le phallo, certes, c'est le VD, la fuite pulmonaire, mais on n'oublie pas le ventricule gauche. C'est hyper important, en tout cas chez l'adulte. Donc, comment est-ce qu'on évalue le phallo avec la déformation myocardique? Le strain, c'est la déformation des spécules du petit mouchetage. Donc, c'est un paramètre de fonction du ventricule droit ou de fonction du ventricule gauche. Ça signe une altération de la mécanique VGVD. Et donc, c'est un facteur pronostic qui va permettre de savoir quels sont les patients, enfin en tout cas de déterminer des groupes de patients qui vont être plus à risque d'arythmie ventriculaire et de décès. Donc, il faut regarder le strain VG comme le strain ventriculaire droit, c'est important. L'écho 3D, c'est pareil, c'est pas que joli. L'écho 3D pour le suivi du phallo, maintenant, je vous le redis, c'est encore une fois très facile. On n'a plus les appareils d'avant où il fallait sortir le DICOM sur une clé USB, on allait chercher le TomTec, le post-traitement, le truc dans une autre salle, on le mettait en même temps. Maintenant, on a tout sur l'appareil, sur les machines. Ça fait 5 ans que c'est sur nos machines. Donc, c'est sur quasiment toutes les machines qui sont disponibles. On appuie sur le bouton, on détermine où est le ventricule droit. Il faut que, on va dire, l'échogénicité soit correcte. Et ça nous permet d'évaluer les volumes du ventricule droit grâce à une sonde 3D. Donc, c'est facile à réaliser. Ça sous-estime les volumes par rapport à l'IRM. Mais au final, comme on a dit qu'on faisait toujours les mêmes examens aux patients, si on a une prise de volume importante d'un moment à l'autre, on sait qu'il va y avoir un retentissement, on sait qu'il se passe quelque chose. Donc, c'est important parce que c'est une méthode qui est également assez reproductible. Donc, c'est important de faire de l'écho 3D à ces patients, de faire des volumes en 3D sur le VD de ces patients. Là, un autre patient, on est toujours dans le... Alors, ce n'est pas le phallo exactement, c'est un VDDS type phallo. C'est un patient que j'appelle notre petit chouchou, parce que c'est un jeune patient qui maintenant a 23 ans. Et puis, à l'âge de 15 ans, AVC, multiples complications. Il a une mélodie sur la voie pulmonaire, enfin, c'était une reprise. Donc, je vous laisse regarder sa voie pulmonaire et son échographie. Et donc là, on n'a plus de... Ça, c'était avant la mélodie, que je ne me fasse pas gronder par les cathétériseurs puisqu'on ne va pas le stent. Donc, on a une fuite pulmonaire qui est une fuite pulmonaire libre. On a la fuite pulmonaire, pour être simple, si vous n'avez pas besoin tous les critères, des paramètres, ce n'est pas très technique, l'échographie chez les congénitaux. Donc, notamment pour la fuite pulmonaire, on a une fuite qui fait l'ensemble de la voie pulmonaire. Vous n'avez pas besoin d'aller plus loin. La fuite est sévère.
On voit même plus de tissu pulmonaire. On n'a rien qui retient le flux. Donc, on a une régurgitation libre. C'est ça qu'on appelle l'insuffisance pulmonaire libre. Donc, on mesure l'infundibulum. On regarde le ventricule droit. Il est très dilaté. Donc, on a le flux typique. Je vous ai mis le flux typique au Doppler. Donc, c'est un flux d'IP sévère. On a l'admission du ventricule droit qui est mesurée à 52 mm. La normale sup, on va dire, c'est 41-42 mm maximum. Donc, on a un retentissement ventriculaire droit important. On a un TAPS XI qui est préservé. Donc, on a une bonne fonction VD, tant mieux. Et donc, en fait, ça, c'est bien plus tard, ce même jeune homme dont je vous ai parlé, à 21 ans, dans le cadre du suivi, il n'a pas de fièvre, il va plutôt pas mal, il se présente à la consultation. Donc, c'est un VDDS. Non, ce n'était pas un VDDS, c'était transpo des gros vaisseaux, sténose pulmonaire CIV, qui avait eu un tube VDAP avec un remplacement valvulaire pulmonaire et une mélodie un an avant. Donc, ça, c'est le fluidité. On a 93 de pression ventriculaire droite sur l'IT. Un VD qui est dilaté, 48,5. Et puis, on regarde sa voie pulmonaire. Et on a un bout de valve. Et surprise, on a un élément mobile dans le tronc de l'artère pulmonaire, dans l'ancien tube dans lequel on a mis la mélodie. On a un élément qui se balade avant, après, mobile, qui semble s'étendre. Même au niveau de l'infundibulum, on a quelque chose d'assez filiforme. On est en écho transthoracique. Ces images-là, en fait, vous les avez en parasternal. Vous arrivez avec une voie parasternale modifiée. Ce n'est pas du suprasternal. Parfois, c'est un petit peu plus haut. Je trouve que pour voir les tubes VDAP, des fois, on a un petit peu de mal sur les coupes classiques. On fait la petite axe en essayant de dérouler, etc. Je pense qu'à partir de la parasternale, en montant un tout petit peu et en se décalant un peu, on arrive souvent à voir un petit peu mieux. Et parfois, en effet, c'est la suprasternale qui va nous aider. On s'approche un petit peu plus, on voit la fuite, on voit le rétrécissement, on voit qu'il y a un obstacle également, et on voit clairement, ça c'est une végétation, hein. Donc on a une végétation sur la voie pulmonaire, sur cette mélodie. C'est assez typique. Donc c'est pour vous dire que systématiquement, il faut le rechercher, hein. Alors il était allé chez le dentiste, etc. Tous les soins étaient faits, mais pas de chance. Et il a même récidivé derrière 2 fois cette endocardite. Donc ça, c'est quand on coupe en petits axes pour voir la végétation. On a plusieurs végétations qui se promènent là. Donc, on n'a pas du tout besoin de faire d'écho transœsophagienne pour le diagnostic en tout cas. Pour l'extension, c'est peut-être un petit peu plus important, mais on a des végétations qui sont assez volumineuses. Alors, quand on est sur ces endocardites-là, je n'ai pas montré d'image, mais le PET scan, c'est aussi intéressant parce que, par exemple, ce jeune homme qui avait une volumineuse végétation, ça a été complètement stérilisé, opéré déjà 3 ou 4 fois. Globalement, il n'y a pas eu de, même si la végétation faisait au final plus de 2 cm en fonction de l'axe sur lequel elle a été mesurée, on ne l'a pas opéré. Donc, il n'a pas eu de végectomie. Donc, il garde une végétation qui est stérile. Et du coup, il est quand même suivi régulièrement. Je lui fais des PET scans pour savoir si ça fixe à intervalles réguliers pour être sûr qu'il n'y ait pas de récidive à ce niveau-là. Donc, c'est tout l'intérêt de faire plusieurs types d'examens pour nous aider et arriver à répondre à la question qu'on se pose. Donc, la checklist du fallo. Est-ce qu'il y a un obstacle au niveau de la voie droite? Alors, je vois qu'il y a une question. Alors, le mécanisme de l'AVC, une endocardite, en fait, l'AVC avait s'était produit avant sur une récidive, sur une précédente endocardite avec un shunt gauche-droit interatrial. Et donc, malgré tout, on s'est demandé s'il n'y en avait pas eu au niveau de la tricuspide aussi. Mais on a un petit shunt au niveau du FOP, qui était plutôt droit-gauche d'ailleurs. En tout cas, pour expliquer ça. Avec des PVD qui sont élevés, vous avez tendance plus facilement à la dysfonction diastolique du ventricule droit. Donc, la POD peut s'élever plus facilement. Donc, c'est sûr qu'avoir des inversions du shunt au moment de l'effort et du Valsalva, c'est déjà fréquent chez le patient général qui va faire de la plongée, etc. Mais chez le patient qui est congénital, c'est encore plus fréquent. Donc, il y a un petit FOP qui reste. Donc, c'est assez fréquent d'avoir un shunt droit-gauche à ce niveau-là. Et donc là, pour le coup, c'était en effet septique, mais c'était sur une endocardite antérieure. Alors, la checklist. Est-ce qu'il y a un obstacle sur la voie droite? On regarde les branches pulmonaires. Il faut arriver à les voir. Le gradient sur la voie pulmonaire.
Donc, on considère que c'est sévère s'il y a un gradient qui est supérieur à 64 mm de mercure. C'est surestimé si on a une fuite pulmonaire sévère ou si on est dans un conduit, évidemment. On va faire le Doppler pulsé et le Doppler continu sur la voie droite pour l'insuffisance pulmonaire. On va essayer d'évaluer l'IP. Alors, le truc le plus simple, je vous l'ai dit, c'est la largeur du jet. Ensuite, c'est quand on a une IP qui vient de loin, qui a un reflux diastolique dans les branches pulmonaires, donc qui vient d'une branche qui ne vient pas du tronc de la paix. Quand on a un temps de décroissance, une PHT qui est inférieure à 100 millisecondes, il faut regarder également la fonction VD, la fonction VG, la fonction VD en 3D également, le strain, et il faut essayer de regarder la fonction diastolique du VD. Alors, comment on peut faire ça? On regarde la POD. La POD, on l'évalue sur le diamètre de la veine cave inférieure, et on va rechercher une physiologie restrictive du VD. Qu'est-ce que c'est? On va vous en parler, c'est encore maintenant assez débattu. Quand vous faites un Doppler pulsé sur la voie pulmonaire, vous allez avoir cette éjection présystolique du VD, vous avez une encoche avant le flux d'éjection pulmonaire. Et ça vous signe cette physiologie restrictive du VD. Donc, pour autant, on sait que ces malades-là ont un pronostic qui est parfois décrit comme moins bon, mais on sait également que leur ventricule droit va moins se dilater. Donc, ils vont moins facilement rentrer dans les critères de remplacement valvulaire pulmonaire. Donc, c'est intéressant à l'échographie de décrire ce signe parce que vous savez que chez ces patients, ils pourront avoir des symptômes avec des volumes qui ne sont pas forcément très larges sur une fuite pulmonaire sévère et que pour autant, peut-être qu'ils vont bénéficier d'un remplacement valvulaire pulmonaire. C'est pour ça que l'imagerie seule, écho ou IRM, ça ne veut rien dire. Si vous avez un malade qui a des symptômes, qui a un pic de VO2 qui est altéré, il va falloir se poser la question. Et du coup, avoir une écho qui est complète, ça peut vous aider à répondre à ces questions, à vous dire pourquoi ce malade a des symptômes, alors que j'ai un ventricule droit qui est juste à 115 ml/m² en volume diastolique et j'ai une fonction qui a l'air plutôt pas mal, avec une FEVD qui est à 45. Voilà. Si vous avez une physiologie restrictive du VD, ça peut l'expliquer avec une grosse oreillette droite. Je vois qu'il y a une autre question. Sur un conduit VDAP, la vitesse max tolérée après correction. Alors, en fait, je n'ai pas de réponse à cette question. C'est une bonne question. Mais dans ce cas-là, ce que je fais, c'est que je regarde la pression dans le ventricule droit. Quand elle est supérieure à 70% des pressions systémiques, je sais que j'ai une sténose qui est significative et qui est même sévère. Et il faut que je m'occupe de la sténose. Donc, dans tous les obstacles droits, ce qui est très important, c'est que si vous vous dites obstacle sur la voie pulmonaire, je dois regarder mes pressions ventriculaires droites et je dois les comparer à mes pressions systémiques. Et donc, on va avoir le même mode de fonctionnement, que ce soit chez l'enfant, parce que c'est ce qu'on fait chez l'enfant, et chez l'adulte. Alors, quelqu'un me pose la question? Oui, pour la physiologie restrictive du VD sur le flux en Doppler pulsé. Attention, ce n'est pas le notch. J'aimerais bien pouvoir faire un dessin. Je crois que je ne peux pas faire de dessin. Alors, attendez. Vous êtes en train de le notch mid-systolique de la voie pulmonaire, ça signe des résistances vasculaires pulmonaires élevées. Ce n'est pas du tout… Alors, on va faire stylo. Alors, ça, c'est un flux pulmonaire. Il n'est pas tout à fait normal. On va considérer que c'est à peu près normal. Le flux Voilà. Ce que je vous dis, c'est ça. Ça, c'est une éjection présystolique du ventricule droit et ça veut dire qu'il y a une physiologie restrictive du ventricule droit. Et le notch mid-systolique, comme on l'appelle, c'est ça. Et ça veut dire qu'il y a des résistances vasculaires pulmonaires qui sont élevées. Désolée, je ne maîtrise pas trop le crayon sur la diapositive en même temps. Ok, donc je pense qu'on est bon. Il va falloir juste que j'enlève le crayon sinon. Voilà. Donc, la physiologie restrictive du VD, évidemment, la dilatation de l'OD, on l'a dit, la pression dans l'oreillette droite avec le diamètre de la veine cave inférieure, est-ce que c'est à plus ou moins de 21 mm? Est-ce qu'il y a une compliance qui est conservée? C'est-à-dire, est-ce que quand vous faites le sniff test, vous faites inspirer fort le patient, il faut qu'il y ait un collapsus de la veine cave inférieure de plus de 50%? Spontanément, la normale, c'est 20% en respiration spontanée. Le sniff test,
vous demandez au patient d'inspirer fort, il faut qu'il y ait un collapsus de plus de 50%. S'il n'y a pas de collapsus de plus de 50%, vous avez une réduction, donc vous avez une POD qui est élevée, c'est que peut-être vous avez une dysfonction diastolique du ventricule droit. Et évidemment, il faut évaluer la sévérité de la fuite tricuspide. L'IRM dans le phallo, c'est l'imagerie de référence pour quantifier la fuite pulmonaire, pour évaluer les volumes et la fonction VD. Le seuil décisionnel optimal, ça peut être, on a montré récemment que c'était le volume TS systolique était encore meilleur que le volume TS diastolique, donc il faut regarder ça. Donc le volume TS systolique, 80-82 ml par mètre carré. On a une zone grise entre 80 et 95 ml mètre carré. Mais ça souligne vraiment le rôle de la dilatation et de la fonction systolique du VD. Il faut évaluer également en IRM, on l'a dit, le ventricule gauche. J'espère que ça restera, parce que c'est important. La dilatation aortique et la fuite aortique. La fibrose VD et on l'a dit, l'extension de la zone infundibulaire akinétique. Donc, des exemples d'IRM du ventricule droit. Voilà, tout passe. Donc là, on a un ventricule droit qui est dilaté. Je vous demande de regarder ici la zone infundibulaire, on voit que c'est extrêmement fin, c'est un anévrisme, c'est dilaté, ça ne bouge pas. Il va falloir regarder si on a du rehaussement tardif également pour rechercher la zone de la fibrose et rechercher l'extension de cette fibrose. Le scanner du phallo réparé, c'est idéal avant l'intervention percutanée parce que ça permet vraiment d'avoir une mesure très précise et ça permet de savoir si on peut notamment mettre une valve percutanée. Parce que si c'est trop large, on ne peut pas. Si c'est trop petit, on ne peut pas non plus, mais on a moins souvent le problème, en tout cas chez les adultes. Et puis, ça permet également de repérer le trajet coronaire par rapport à l'infundibulum. Ça a un intérêt également pour l'aorte quand on a des calcifications importantes, mais ça, on est quand même chez des patients qui sont assez âgés. Donc, en pratique, ce n'est pas un problème quotidien, les calcifications aortiques du phallo. Le ventricule droit systémique, j'ai été super longue, je suis un peu en retard dans le topo, désolée. D'ailleurs, je ne sais pas qui est après moi. Je suis désolée si je traîne un peu, je me dépêche. Donc, le VD systémique. Vous savez que le problème d'un ventricule droit systémique, il faut dépister précocement la dysfonction VD parce qu'il y a une dysfonction VD, on va aggraver la fuite tricuspide, on va aggraver la dilatation de l'oreillette droite ou gauche en fonction de la position du VD. Et donc, ça va être source d'arythmie. Arythmie, donc, majeure la dysfonction du VD. Donc, c'est un cycle d'auto-aggravation. Donc, c'est important d'avoir un dépistage de cette dysfonction VD. Le VD systémique, c'est dans la double discordance. Vous l'avez déjà vu, on peut passer. Et donc, ça, c'est un exemple de double discordance. Un patient de 55 ans qui est sportif d'ailleurs et qui se présente pour un OAP massif et qui fait du BAV complet paroxystique. Donc, on a le premier diagnostic évoqué, ça avait été la non-compaction, et c'est notre interne qui n'est plus, qui est encore et bientôt plus notre interne d'ici quelques semaines, qui nous a fait le diagnostic de double discordance parce qu'on en avait discuté. Et donc, en effet, c'est le cas typique. Vous avez un jeune avec une non-compaction, la première chose qu'on fait, c'est qu'on regarde les valves. Donc, on est dans un DU de cardiologie pédiatrique et congénitale. Donc, on vous l'a dit 100 fois. Donc, ça, ce n'est pas une valve mitrale, c'est une valve tricuspide. Et on voit bien les trabéculations du ventricule droit, qui d'ailleurs a l'air d'avoir une fonction à la louche qui n'est pas forcément normale. Mais comment est-ce qu'on peut l'évaluer? Je vous ai interdit en début de cours de faire un Simpson sur ce ventricule droit parce que ça ne marche pas. On va avoir d'autres paramètres, on va le voir après. Le VD systémique, c'est aussi la transpo des gros vaisseaux après un switch atrial. Des patients qui, en général, ont plus de 32-33 ans. Et donc, en effet, on a encore tous ces patients-là qui vont d'ailleurs arriver maintenant, les derniers, ceux qui ont manqué le switch artériel de pas grand-chose parce que quand ils sont nés, on ne faisait pas encore de switch artériel. Et ceux-là, la dysfonction VD, on est en train de les voir. Et puis, heureusement, dans quelques temps, on ne verra plus ça. Donc ça, c'est un exemple. Chez ces patients, ils ont un switch atrial, donc on va regarder le ventricule droit en position systémique, d'accord, mais il faut faire attention et il ne faut pas louper ces petits flux en couleur qui sont un peu bizarres, parce que ça, vous voyez, ça a un shunt entre les chenaux. Donc, alors la double discordance, autant vous avez uniquement évalué la fonction du VD systémique et l'échographie classique, autant là, vous avez des chenaux, c'est un switch atrial, donc il va falloir repérer des sténoses du chenal ou des shunts interchenaux. C'est assez fréquent et c'est pour ça qu'il ne faut pas les manquer. Un autre exemple,
un patient que j'ai vu il n'y a pas longtemps et qui n'avait de façon surprenante jamais eu d'IRM cardiaque. Et donc, le problème, c'est d'évaluer ce patient. On regarde son échographie, on va se dire le patient va plutôt pas mal. On a un ventricule droit qui, ici, a l'air de se contracter plutôt correctement. L'apex, peut-être un petit peu moins. On est quand même assez gêné parce qu'on va essayer de leur faire une fraction de raccourcissement en surface. On va faire le TAPS. Le TAPS, il est que à 12, alors qu'on a dit, tiens, la paroi basale a l'air de bien se contracter. On a un pic de Londes qui est normal. Donc, en fait, ces patients, il faut leur faire des IRM. Comme ça, on a une évaluation de base. On sait, on connaît la FEVD en IRM par rapport à votre échographie. Et ensuite, vous allez comparer votre échographie avec le strain VD, la FEVD en 3D que je ne vous ai pas montré chez ce patient, mais qu'on a faite, par rapport aux données en IRM. Donc, l'IRM, c'est important. On voit le patient, on voit les chenaux. Le petit axe. Donc, ça permet également l'analyse de la tricuspide, de la mitrale. On voit ce ventricule gauche, on voit ce ventricule droit. Et donc, on fait le contour pour avoir la FEVD. Et la FEVD de ce patient, elle a été calculée à 44%. Donc, finalement, elle était pas mal. Et puis, ça nous permet également de faire les séquences de perfusion et d'évaluer, de rechercher du rehaussement tardif, des zones de fibrose, tout ce qui peut nous faire suspecter que le patient soit à risque de faire de l'arythmie. Et maximum minimum une fois tous les 5 ans. On va le répéter à intervalles réguliers, maximum 5 ans, parce que même si vous êtes en échographie, vous êtes bon, c'est pas grave, 5 ans, c'est un temps suffisant pour voir une évolution. Donc, tous les 5 ans, IRM cardiaque, ça fait partie des recommandations. Une autre patiente qui a également un ventricule droit systémique sur une double discordance, mais qui, elle, a, comme vous le voyez, une valve tricuspide mécanique. Donc là, on est très embêté. En plus, elle est un petit peu en surpoids. Le ventricule droit, là, il a l'air plutôt pas mal, mais on ne peut pas faire d'IRM. On a une valve mécanique au milieu, on a une vieille valve mécanique qui n'est pas IRM compatible. Donc, ce qu'on a fait pour utiliser nos outils, on a tourné l'image, j'ai tourné la sonde, j'ai fait une 4 cavités, comme on le voit en haut, en inversant mon image pour avoir le ventricule droit en position habituelle. J'ai appliqué mon strain de la paroi libre du VD sur mon logiciel. Donc, j'ai un strain de la paroi libre qui est tout à fait correct à -23. Et j'ai fait aussi du 3D sur le ventricule droit en expliquant au logiciel où était le ventricule droit pour le suivi. Et ça m'a donné une FE à 38%. Donc, attention, je vous redis, il faut utiliser les bons logiciels et les bonnes méthodes pour évaluer la fraction d'éjection et évaluer la fonction systolique. La fonction VD systémique, du coup, c'est en IRM, on l'a déjà dit, je ne vais pas refaire, ça c'est juste la diapo récapitulative. L'échographie, pareil, on en a reparlé. La transposition des gros vaisseaux après un switch artériel, vous le savez, on va passer. Alors ça, c'est un exemple de sténose de l'artère pulmonaire droite. Donc, c'est intéressant d'avoir la comparaison. Là, on a l'imagerie. C'est une approche multi-imagerie. Donc, c'est pour donner l'intérêt de faire plusieurs méthodes d'imagerie. Les futures techniques. Donc, en IRM, on a vu tout à l'heure, on a parlé du pressure mapping, on a parlé du velocity mapping et du 4D flow. C'est intéressant. On va vers l'analyse de l'architecture des fibres. Le T1 mapping, c'est très intéressant parce que ça permet de détecter la fibrose probablement mieux que simplement l'étude du rehaussement tardif au gadolinium. La modélisation informatique à partir de données scanner IRM, c'est probablement ce qui va nous servir dans le futur. Et donc, c'est très intéressant. L'impression 3D également, ça peut servir à faire de la planification. Vous avez dû entendre déjà les topos sur la fermeture percutanée de sinus venosus, notamment grâce à l'impression 3D de modèles pour planifier ça. C'est précurseur. C'est vraiment extrêmement utile à la fois pour regarder ce qui se passe, pour comprendre au mieux. Donc, en termes d'éducation, ça a tout son intérêt, même pour la planification et pour expliquer le geste, que ce soit chirurgical ou percutané aux patients. Je pense que c'est extrêmement intéressant. L'intelligence artificielle, elle est déjà présente au quotidien en échographie dans les logiciels dont on se sert. Et puis, ça le sera de plus en plus, ça va nous aider. Mais attention, il faut que l'imagerie réponde à une question qui reste clinique. Donc, si on n'écoute pas les patients, on ne sait pas ce qui se passe. Donc, ce n'est pas tout de faire développer d'imagerie à nos patients, mais il faut essayer de mettre en lien ce qu'a notre patient
une symptomatologie, une question ou un suivi simple avec une intervention, le type d'intervention, et le mettre en relation avec notre imagerie et poser les bonnes questions pour qu'on puisse avoir l'imagerie adaptée à notre question. Et donc, je vous remercie et peut-être qu'on peut avoir le temps pour quelques minutes pour quelques questions. Il n'y a au final que 3 minutes de retard. Il est bien plus fiable que l'échographie, ça n'a rien à voir. L'échographie, je vous dis clairement que non, il ne faut pas se fier à un QPQS en échographie. En échographie, vous vous fiez à la dilatation du ventricule droit. Si vous avez un VD qui est très dilaté, vous avez votre QPQS, il est augmenté, il est supérieur à la zone, donc il n'y a pas de doute. En IRM, il est fiable, mais la référence, c'est le cathétérisme cardiaque pour l'évaluation du QS. Je vois que Lauriane est arrivée, sinon. Peut-être encore une question, le temps que Lauriane prenne le partage. C'est une séquence. Alors, le contraste de phase, c'est quelque chose qui est utilisé en IRM. Est-ce que vous avez vous devez avoir, je pense, un cours ou en tout cas 1 heure sur l'IRM. Je n'ai pas regardé votre programme, je ne peux pas. En tout cas, éducation thérapeutique, qualité de vie. Non, vous n'avez rien de particulier sur l'IRM. En tout cas, c'est une séquence en IRM. Bon, eh bien, écoutez, puisque vous n'avez plus de questions, je vous laisse avec Lauriane.